Salut à tous, bienvenue dans le podcast Sortie du chapeau, le podcast qui vous parle de création artistique. Je suis Alice. Et je suis Merlina. L'idée de ce podcast est venue de l'envie de parler d'art, de création et des différences ou similitudes entre l'écriture et le dessin. Je suis Alice, j'ai 31 ans, je suis artiste, dessinatrice et illustratrice depuis 2022. J'ai fait des études d'art appliqué, d'art plastique et d'enseignement. Je travaille comme enseignante d'art plastique en collège et je développe en parallèle ma pratique artistique professionnelle. Et donc moi je suis Merlina, j'ai 30 ans, presque, à quelques semaines près. Je suis aussi artiste-autrice, moi depuis le 2023. Je suis autrice indépendante de romans, j'ai étudié les langues et puis j'ai travaillé quelques années dans le domaine du social avant d'arrêter pour des raisons de santé. Et aujourd'hui, je suis aussi écrivaine de substitution et correctrice en freelance. Ça fait un sacré CV. Alors, on se connaît depuis le lycée, Merlina et moi, et l'envie nous est venue de partager nos expériences artistiques entre nous, mais aussi avec qui voudra l'écouter. L'idée n'est pas de raconter nos vies, mais de se servir de nos expériences pour décortiquer ce qui se passe dans la tête d'un ou d'une artiste à différents moments du processus de création et de sa carrière. Aujourd'hui, pour notre tout premier épisode, nous avons choisi de parler des origines, donc les premières fois où on a ressenti l'envie de créer et comment ça s'est développé pendant les premières années de notre vie. Donc, Alice, est-ce que tu te rappelles, c'est quoi ton premier souvenir de création ou bien d'avoir eu cette envie de faire quelque chose d'artistique ? En fait, c'est pas moi qui l'ai ce souvenir, c'est ma maman. Elle se souvient d'avoir été au téléphone et de s'être retournée à un moment et j'avais pris un crayon et j'avais dessiné sur le mur. Moi, j'en ai aucun souvenir, mais j'imagine bien la scène d'un petit bout de chou là qui écrit sur le mur avec un crayon rouge. Je sais pas pourquoi le crayon rouge, mais voilà. Donc c'est pas mon souvenir, mais je dirais que c'est le premier. D'accord. Voilà. Ben moi, j'ai pas non plus ce tout premier souvenir, c'est aussi ma mère qui l'a ressorti. Donc il y a une photo de moi, je sais pas si j'ai 1 an, avec un stylo en train d'essayer d'écrire sur une feuille. Mais moi je dirais que mon tout premier souvenir, un peu vague, c'est d'avoir voulu réécrire une histoire que mon père nous racontait en fait le soir, qu'il avait inventée. Il y en avait plusieurs, mais celle qui m'avait marqué le plus à l'époque, c'était l'histoire des écureuils et de la noisette géante. Et du coup, j'avais fait une version illustrée de ça et que ma mère m'avait assemblé en petit livre avec une couverture et où j'avais réécrit les dialogues. Et toi, du coup, à part le souvenir de ta maman, c'est le souvenir où toi, tu te rappelles avoir eu envie de dessiner ? En fait, j'ai beau chercher, je crois que être illustratrice, ça a toujours été dans ma tête. Je sais pas quand est-ce que c'est arrivé, mais j'ai aussi un truc par rapport aux histoires. C'était ma grand-mère maternelle qui nous racontait beaucoup d'histoires quand elle venait à la maison. Elle était pas souvent là, mais quand elle était là, on lui demandait toujours des histoires avec mes sœurs. Et elle faisait les voix, elle racontait très très bien. Et je pense que à chaque fois, du coup, elle venait avec des nouveaux livres, des nouveaux albums jeunesse. Et je pense que ça vient de là, en fait, de voir les images et tout. Et puis après, quand on a su lire, on regardait un peu moins les images. Et d'ailleurs, on lui disait, mais mamie, t'as mal lu, là. Voilà, mais les images, j'ai toujours cherché des livres avec des images. Pendant très longtemps, c'était difficile de lire des livres où il n'y avait pas d'images à l'intérieur. Voilà. Et tu te rappelles du premier livre illustré qui t'a marqué ou vraiment t'as accroché avec le style ? Ouais, c'est Chien bleu. Alors, l'autrice, je sais plus comment elle s'appelle. C'est un truc du genre... Non, c'est pas Diana, mais... Nadia, voilà, c'est ça. Je me souviens, j'avais fait un mélange avec une babysitter qui venait à la maison de temps en temps, qui s'appelait aussi Nadia, et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai découvert le livre. Bref, Chien bleu, si vous connaissez pas, c'est l'école des loisirs, et en fait, c'est une petite fille qui fait la rencontre d'un chien bleu, et il lui arrive des aventures. Je crois qu'elle se perd dans la forêt parce qu'elle ramasse des fraises. Et bref, voilà, il y a plein de petites choses qui se passent et vraiment ça m'a marqué. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a les peluches chiens bleus et bien sûr, j'en ai une. Voilà. Et est-ce que tu
t'as identifié un lien entre ce moment où t'as accroché avec ce style et toi, ton rapport avec le dessin? Non, parce que c'est pas du tout comme ça que je dessine. Mais je pense que dans cet album, déjà il est grand, il est vraiment grand, il doit faire peut-être 30-35 cm de haut. Et les images, elles sont très présentes. Il y a peu de texte, mais les images, elles sont vraiment là. Et il y a des couleurs qui contrastent, il y a du bleu, il y a du jaune. Il y a vraiment, il y a des jeux de couleurs complémentaires, tout ça. Et voilà, c'est drôle d'en parler parce que ça me fait vraiment, tu vois, réfléchir à ça. Et ouais, je pense que c'est les contrastes de couleurs. Et puis, même en fait, là, en étant adulte, moi, je vois. Enfin. Bah déjà, t'es habillée en jaune et bleu, là. Ouais. Non, c'est du orange. Oh, mais ton pull. Ouais. Ouais, mais c'est vrai, en plus, le jaune et le bleu, c'est mes couleurs préférées. Ouais. C'est vrai. Mais ouais, et le bleu, oui, complètement. Mais bref, je pense dans l'album, il y a aussi des références à des images qu'on connaît tous, du genre le déjeuner sur l'herbe de Manet. Pour moi, il y a vraiment une référence. Peut-être c'est pas le cas, mais moi, je la vois. Et bref, c'est un petit truc du quotidien. En fait, elle a peur dans la forêt. Enfin, la forêt, c'est quelque chose qui nous parle tous, parce qu'on a tous entendu des histoires là-dessus. Les fraises, enfin voilà, j'adore les fruits, et j'adore les fraises, et les fraises des bois encore plus parce que c'est hyper rare d'en trouver. Donc ouais, je pense qu'il y a plein de petits détails dans ce livre qui fait que c'est vraiment lui que j'ai retenu. Voilà. Et à quel âge tu penses que t'as commencé à dessiner vraiment Parce que c'est ça le truc, c'est que Alors, tous les enfants dessinent, mais à quel âge est-ce que c'est devenu vraiment plus présent pour toi? alors ma maman, elle dit que j'ai toujours dessiné, mais en fait, elle s'est rendue compte de... J'espère que c'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais de la qualité de mes dessins quand ma sœur Esther est née et que... Il y avait un point de comparaison. Ouais, c'est ça. Il y avait un point de comparaison et qu'elle s'est dit que, ouais, quand même, tous les enfants dessinaient pas comme moi je pouvais dessiner. Dans le sens où c'était très observateur, etc. Et par contre, après, je me souviens d'avoir voulu apprendre à dessiner. J'ai un souvenir de coloriage à 4 ans à l'école maternelle. Mon père était mon professeur et je devais colorier une araignée, donc j'avais pris un feutre noir et j'avais dépassé, mais je crois que, je sais pas, je me souviens plus trop, mais je pense qu'il me motivait pas trop ce coloriage et j'avais vraiment pas bien colorié et je m'étais fait fâcher. Et voilà, un des premiers souvenirs de dessin, c'est ça, et c'est un peu trop bête parce que c'est même pas du dessin, c'est du coloriage. Mais sinon, c'était un peu plus tard, peut-être vers 8 ans, où mon père était en réunion pour l'école et je voulais dessiner une femme dans un bureau et je voulais faire le carrelage, mais je savais pas comment faire le carrelage. Et en fait, mon père m'avait montré la perspective cavalière et surtout créer un sol. J'avais appris avec lui aussi à pas dessiner les personnages ou tout ce qui se passe au ras de la feuille en bas, mais un peu au-dessus pour créer le sol justement. Voilà, je pense que ça c'est un de mes premiers souvenirs de dessin vraiment intentionnel, on va dire. Ouais, et à vraiment réfléchir. Il y en a sans doute plein d'autres avant, mais je me souviens pas trop bien. D'accord. Voilà. Moi, j'ai pas moi de souvenirs liés à l'acte d'écriture même, c'est-à-dire de prendre un stylo et écrire sur du papier jusqu'à assez tard, mais parce que je pense que cette concrétisation, elle est venue à l'adolescence, mais par contre, la création d'histoire, ça par contre, ça a toujours été assez présent, mais pareil, comme d'autres enfants, à travers le jeu, en fait. Sauf que moi, de mon point de vue intérieur d'enfant, j'avais pas de point de comparaison non plus. C'est aussi à travers ce que mes parents ont pu me dire entre comment moi je jouais et mes frères jouaient. Bon, alors après, il y a la distinction fille-garçon, des fois, je sais pas à quel point ça joue, mais moi je me rappelle, alors j'étais très petit poney, j'en avais plein, mais j'ai le souvenir qu'il y avait une mythologie hyper compliquée, où genre je savais ce qu'avaient fait les ancêtres de mes petits poneys, et voilà. Et c'est toi qui inventais du coup? Oui. D'accord. Oui, je regardais pas les dessins animés ou quoi, c'était vraiment... dans ma tête, il y avait... c'était la mythologie grecque, quoi. Et tu sais, ça me fait rire, parce que les livres que t'aimes lire, c'est
sais, il y a toute une généalogie. Mm. Et les générations de personnages, c'est quelque chose qui te plaît. Et Alors, tu vois, c'est... j'ai très certainement été un petit peu influencée par Le Seigneur des Anneaux que j'ai lu autour de 10 ans, où à la fin de mon édition, il y avait les arbres généalogiques des personnages, et notamment les arbres généalogiques de toutes les familles de hobbits. Et je m'étais mis dans la tête de les apprendre par cœur. Donc effectivement, peut-être que ça a un peu joué. Mais oui, je pense qu'en fait, moi, le rapport à l'écriture, ça a d'abord été un rapport avec la littérature. Bah, peut-être comme toi, en fait, où d'abord on est consommateur Oui. du média qui nous intéresse, avant d'avoir la maîtrise nécessaire d'en faire quelque chose. Donc en fait, on a vraiment eu accès à ce dont on avait besoin, et c'est une vraie chance culturelle d'avoir cette richesse culturelle à portée de soi dans la maison, et c'est ça qui nous a nourris, qui a nourri notre imaginaire, notre musée imaginaire, et que finalement c'est les histoires qui nous ont construits, qui nous ont guidés jusque-là, jusqu'à ce qu'on se les réapproprie. Tu vois, c'est vraiment ça qui a fait que toi, t'es parti vers l'écriture et moi vers le dessin. Mais t'avais quel âge quand t'as mis en texte les histoires de ton papa? Enfin, l'histoire de ton papa. Vu le niveau... Alors, je savais écrire... peut-être 4-5 ans, je dirais. Notre première édition, hein. Oui, mais elle existe... Enfin, on l'a encore. Ouais. Elle est quelque part au grenier. Ouais, d'accord, ok. Et après, il y en a eu d'autres parce que tu as parlé de l'adolescence, mais dans l'enfance, est-ce qu'il y a eu d'autres S'il y en a, je me rappelle pas, ou bien on les a... Alors, si, récemment, j'ai retrouvé parce que j'ai trié des papiers, dans le dossier scolaire que ma mère a gardé avec tous mes comptes rendus d'école primaire, que du coup j'ai jeté parce que j'ai plus besoin de savoir à quel âge c'était acquis ou en cours d'acquisition, voilà. Mais dedans, il y avait une petite bande dessinée avec une histoire de mésange. Donc clairement, j'avais envie de raconter quelque chose, sauf que je l'ai relu et je n'ai pas compris ce que j'essayais de raconter parce que les dialogues sont pas dans l'ordre. Des fois, ça se lit de droite à gauche, des fois de gauche à droite. La fin, bon voilà, ça termine un peu comme un jeu sur la soupe. Mais il y a une volonté de raconter quelque chose. Et ça, je pense que je devais avoir peut-être 6 ans quand j'ai fait ça. Et donc, en fait, la construction de l'écrit passe par la lecture, et après, à l'adolescence, t'écris et tu construis tes histoires de manière cohérente. Et du coup, en termes de rapport avec la famille, t'avais commencé un petit peu à en parler, donc est-ce que tu veux dire comment est-ce que ta famille a réagi quand justement ils ont commencé à voir que c'était pas juste un enfant qui dessine, quoi? Je pense qu'on m'a toujours encouragée, et voilà, et j'ai toujours parlé d'être illustratrice. Et d'ailleurs, quand je suis rentrée au collège, je me souviens, c'était la veille de la rentrée, j'étais un peu stressée, et je savais que voilà, j'aurais un cours d'art plastique et que ça serait trop bien. Et j'avais dit à ma mère, mais je demanderais à mon professeur comment il a fait pour devenir professeur d'art plastique. Et elle m'avait fâchée. Ah bon? Un peu, oui, elle avait été très sèche dans sa réponse, je me souviens. Elle m'a dit, mais c'est hors de question, tu lui demandes pas ça. Enfin, genre, il fallait pas que je m'affiche, quoi. Et donc j'avais retenu ma langue et tout, mais j'avais fini par lui poser la question, mais voilà. Ah oui, donc en fait, finalement, t'avais quel âge? Donc j'avais 11 ans. J'avais 11 ans, ouais. 11 ans, et on est 20 ans plus tard, et t'es prof d'art plastique. C'est ça. Dur de lutter contre la vocation. Mais pourtant, à l'époque, c'était vraiment pas... Enfin, je voyais le côté art plastique, pas le côté prof. Mais voilà. Et donc ouais, j'ai toujours parlé de faire du dessin, tout ça. Après, il y avait d'autres créations, mais c'était ça qui revenait. Et d'ailleurs, quand je m'ennuyais, c'était la réponse, t'as qu'à faire un dessin. Et d'ailleurs, je me souviens d'une fois où j'avais pas d'idée. Et c'était au téléphone avec ma tante ou mon grand-père, je sais plus, et je lui avais demandé, qu'est-ce que je peux dessiner? Il m'avait demandé, la personne m'avait dit une tortue. Et maintenant, quand les gens, quand les élèves me disent comme ça parce que ils ont envie de dessiner mais ils savent pas quoi, aucun rapport avec le sujet. Parfois même c'est des enfants avec qui je peux être et tout. Je réponds une tortue. C'est pas ça me fait un peu penser au mouton du Petit Prince. Ouais. Qui est dans la boîte. Si tu sais pas dessiner, tu sais quand même dessiner. Ouais.
C'est juste dans une boîte. Oui, c'est vrai, c'est ça, ouais. Et ça ils t'ont encouragé comment? Parce que du coup, pour un enfant qui dessine, il y a des notions de matériel, Ouais, des choses mais comme c'est ça. ça, ouais, bah, j'avais quoi comme matériel? Je pense que c'est plus venu ça avec le lycée, d'avoir vraiment du matériel pour dessiner. Et un peu au collège parce qu'il y avait les feuilles à dessin. Bah, après, j'ai jamais trop exploré, et d'ailleurs aujourd'hui c'est toujours le cas, je suis ultra traditionnelle dans ma pratique. Un stylo noir, bon, plus les feutres non, parce que en fait j'aime pas ça, mais des crayons de couleur, et en fait ça me suffisait. Un crayon en papier, puis voilà en fait. C'était vraiment la base du dessin, et j'ai pas beaucoup évolué là-dessus. Après, avec le lycée, pardon, avec le collège et les différents sujets du prof en art plastique, bah, j'avais des nouvelles envies. Comme ça que mes parents m'ont offert une boîte de pastels, par exemple, que j'ai découvert l'encre de Chine, voilà, tout ça. Mais de moi-même, feutre, crayon de couleur, crayon papier et gomme, ça me suffisait. Ouais, mais du coup, on t'a permis d'élargir tes horizons Oui, en te ouais, donnant accès à ouais. d'autres choses. Mm. Et est-ce qu'il y avait, par exemple, des visites dans les musées ou des choses comme ça qui... Non, pas trop. Bah en fait, il y en a pas tant que ça. Avec ma grand-mère, parce qu'elle vivait en région parisienne, ma grand-mère maternelle, on avait fait quelques musées. Alors, je sais, peut-être on avait fait le Louvre ensemble. Mais on était petites, hein, parce que la dernière fois que je l'ai vue, j'avais 11 ans. Donc, et je me souviens, enfin, on avait fait la Tour Eiffel, ça je m'en souviens parce qu'on avait mangé un sandwich au concombre et au riz. Et tout le monde dit, mais c'est dégoûtant le concombre et le riz. Mais en fait, c'était trop bon ce sandwich. Mais sans doute parce que c'était ma grand-mère qui l'avait fait. En vrai, je sais pas. Mais voilà, donc avec ma grand-mère, j'ai fait quelques sorties culturelles. Avec mes parents aussi, mais quelque chose de très traditionnel. On avait fait, par exemple, je sais, quand j'étais au collège, fin collège, on avait fait le musée de la marionnette ou de l'automate. Ouais, musée de l'automate à Souillac. D'accord. Voilà, mais plus des choses traditionnelles. C'est bien que du coup, pendant très longtemps, mes peintres préférés c'était les impressionnistes. Et en fait, en tant que personne qui est dans l'art, bah on passe un peu pour quelqu'un d'amateur quand on dit que nos peintres préférés c'est les impressionnistes. D'accord. Voilà. Mais comment est-ce que... Enfin, quand tu dessinais, du coup, à cette époque-là, est-ce que tu sais d'où elle venait ton inspiration? Je pense que c'est beaucoup de l'observation. Un peu comme aujourd'hui. C'est beaucoup ce qui se passe autour de moi ou en moi. C'est très égocentrique en fait, ma pratique. Je sais pas si Mais c'est pas pour rien que c'est des artistes qui sont complètement altruistes. Oui, mais tu vois, c'est pas pour rien que je suis passée dans les arts appliqués, mais je suis très vite revenue aux arts plastiques. Parce que pour moi, c'est là la grande différence, c'est que, enfin, on pourra en reparler après. Est-ce que tu mais peux voilà. expliquer la différence pour quelqu'un qui sait pas trop Très rapidement, si on réduit les arts appliqués au designer, même si c'est vraiment pas que ça, mais l'artisan qui va recevoir une commande et qui va devoir faire selon un cahier des charges. Donc en fait, certes, il a sa patte, mais il répond à un besoin et il fait ça pour quelqu'un. L'artiste, plasticien, il fait ça pour lui, et si ça plaît à quelqu'un, tant mieux. D'accord. Même si, enfin, c'est ultra caricatural de le dire comme ça, mais pour moi, elle est vraiment là la grande différence. Oui, c'est juste que enfin, pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop, peut-être que les deux termes peuvent être un peu proches. Je voulais juste qu'il y ait une petite explication au cas où quelqu'un n'a jamais su qu'il y avait une différence, tu vois. Mais voilà, ouais. Vraiment, c'est... Un artiste plasticien est vraiment égocentrique, je crois. Mais dans le bon sens du terme, parce que ça permet d'exprimer ses émotions et en même temps d'en faire passer, et que le spectateur en face ressente les mêmes ou pas, mais en tout cas que ça fasse du mouvement en lui aussi. Voilà. Et toi, Merlina, quand t'as vraiment commencé à écrire à l'adolescence, tu faisais lire tes histoires à tes parents pour avoir des retours, des choses comme ça? Alors, pas intentionnellement, non. Alors déjà, pour la petite histoire, la première histoire dont je me rappelle, enfin que je me rappelle avoir écrite, on va dire du début à la fin, avec l'intention, tu vois, d'écrire une histoire, pas juste voilà, un dessin en étant enfant, c'était pendant un brevet blanc où j'avais fini en avance, et sauf que on n'a pas le droit de sortir avant une certaine durée. Et qu'est-ce que j'avais? J'avais un stylo et des feuilles. Ben, en fait, je fais partie de ces gens qui ont la chance de pouvoir m'occuper avec juste mon propre cerveau.
Donc j'ai commencé à écrire et puis après j'ai laissé l'histoire venir. Et suite à ça, du coup, j'avais ouvert un blog et puis je publiais mes histoires dessus. Alors, je ne les faisais pas lire à mes parents parce qu'il y avait certaines thématiques que j'avais pas envie qu'ils lisent. C'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Ils ont pas toujours le droit de lire ce que j'écris. Il y a une fois par contre où ils ont lu quelque chose que j'avais laissé traîner, qui était c'est pas vraiment une nouvelle, mais c'était une scène en fait que j'avais écrite qui était assez sombre dans l'ambiance, pas forcément dans ce qui s'y passait, qui est devenu en fait beaucoup plus tard le premier chapitre du premier roman que j'ai terminé. Mais ça se passait voilà autour d'un bâtiment de gare abandonné, la nuit, puis c'est quelqu'un qui faisait semblant de tuer quelqu'un d'autre. Enfin bon voilà, c'était un petit peu sombre et ma mère est tombée dessus et s'est inquiétée. Alors, maman, si tu écoutes ça, il ne faut toujours pas s'inquiéter. Moi, je dis toujours qu'il vaut mieux que les artistes, ils laissent sortir les trucs bizarres plutôt qu'ils les gardent à l'intérieur. C'est mieux dehors que dedans. Voilà, donc les gens qui écrivent des livres d'horreur, c'est mieux que les psychopathes qui font les trucs en vrai. Mais donc, elle avait trouvé cette histoire-là et ça l'avait fait un petit peu paniquer. Et elle m'avait dit, je te donne un devoir, tu vas m'écrire une histoire heureuse qui se passe bien. Alors, j'ai pas réussi. En même temps, il n'y a pas beaucoup de liberté là. Non, mais vraiment, j'avais pas d'inspiration. Mon inspiration vient très souvent des endroits un peu abandonnés, un peu flippants, mais bref. Donc, en termes de mes parents même, ils ont pas souvent lu ce que j'ai commencé à écrire quand c'est devenu sérieux. Il y a quelques nouvelles, je crois, qu'ils ont écrit parce que c'était... Qu'ils ont lu, tu dis. Oui, qu'ils ont lu. Parce que c'était des nouvelles avec des thèmes imposés. J'étais sur un forum où en fait on se lançait des défis et puis donc c'était mon style d'écriture, mais c'était pas mes thèmes un peu bizarres à moi. Par contre, au niveau de l'entourage, c'était beaucoup plus les amis et donc ce cercle social là à l'école qui a compté dans le développement de l'écriture, puisque bah, toi tu en faisais partie, mais je faisais circuler mes cahiers. Pendant les heures d'études ou les récrés. Et puis après, bah, j'avais le blog, donc les gens pouvaient aller lire sur mon blog aussi. Et le format feuilleton faisait un peu aussi... entretenait l'anticipation avec les copines qui lisaient, mais aussi pour la personne qui écrit, c'est une super motivation d'avoir les retours en direct et de voir justement l'anticipation chez l'autre, ça motive à continuer à écrire. Je me souviens bien de ces moments où justement on attendait les cahiers chaque semaine et tout. Enfin voilà, et même des fois c'était sur l'ordi et on passait toutes sur l'ordi de la copine qui avait un appart. On était en travers du lit, on lisait et puis après c'était autour de l'autre. J'avais oublié ça. Et du coup, est-ce que nos réactions t'ont fait changer de scénario ou tu vois de choses où t'avais vraiment ta ligne d'écriture et tu la gardais? Alors, je fais partie des auteurs, en anglais il y a deux termes, il y a les plotters et pantsers. Plotters, donc plot c'est scénario, donc c'est ceux qui ont une idée de départ et ils savent déjà tout ce qui va se passer, ils écrivent, ils font des petits résumés chapitre par chapitre et ensuite ils écrivent dans l'ordre. Moi je fais partie des pantsers, donc alors ça vient de pants, qui veut dire pantalon, mais en fait c'est une expression anglaise en gros qui veut dire improviser. Il y a deux branches dans un pantalon déjà. Je sais pas d'où sort l'expression ou pourquoi c'est utilisé dans ce sens-là, mais bon, to pants something, c'est vraiment à l'arrache. Moi c'est comme ça, ça vient par flash d'inspiration divine, je ne contrôle rien, j'écris pas dans l'ordre, c'est n'importe quoi. J'écris comme Frankenstein, il a fait son monstre où en fait j'ai des morceaux que je couds à la fin, bref. Donc non, de toute façon ça aurait pas pu m'influencer parce que même moi je décide pas trop à l'avance ce que j'écris, en fait c'est un peu des fois les personnages qui prennent le contrôle. Et même si vous aviez essayé de m'influencer dans le sens ah oui non mais il faut pas qu'il lui arrive quelque chose de mal à lui, tous les auteurs que je connais ont un côté un petit peu sadique où en fait c'est tellement jubilatoire de voir que tu as généré une émotion chez ton lecteur que même si c'est une émotion négative, t'as envie de continuer. Donc en fait, quand je reçois des commentaires de gens qui m'ont dit « Ah, j'ai pleuré » ou bien « Pourquoi tu fais ça ?» je suis contente et je veux en faire plus. Après, au moins ça veut dire que ça, tu vois, ça n'a pas laissé indifférent, quoi. Ah, on a tendance à juger les émotions de manière... Enfin, tu vois, qu'il y a des émotions négatives ou positives, mais en vrai, elles sont désagréables, mais ça veut pas dire qu'elles sont inutiles, quoi.
Oui. Et que justement, ça peut faire du bien d'être triste pour un personnage et tout ça. Enfin, voilà, comme on peut être hyper joyeux parce que tel personnage a évolué. Enfin, bref. Voilà quoi, donc c'est. Bah, je pense que ce qui a le plus fait évoluer mon style d'écriture, il y a deux choses. Il y a mon propre recul sur ce que j'écrivais. Et alors, à l'époque, j'écrivais sur papier, ce qui fait que je relisais toujours avant pour pouvoir le taper sur l'ordinateur et le mettre en ligne. Et donc, à force de relire ce que j'écrivais, j'ai commencé à voir, tu vois, que j'avais des tics, que j'ai toujours d'ailleurs. Maintenant, je le sais, donc je les traque quand je corrige. Des mots que j'utilise trop, ou des choses comme ça. Et la lecture, parce qu'en fait, je pense que dans beaucoup de pratiques artistiques, c'est le fait d'élargir ton champ de connaissances, de découvrir des choses nouvelles qui peut apporter des nouveaux éléments à ta pratique. Et pour ça, moi, le lycée a été très instrumental parce qu'on a eu des super profs de français qui, moi, m'ont donné envie de lire beaucoup. Alors, j'ai toujours beaucoup lu, mais de lire des choses différentes de ce que je lisais avant, puisque comme j'ai dit au début, je lisais énormément de fantasy. Et là, du coup, j'ai commencé à lire de la littérature 19e siècle, puisqu'on faisait les naturalistes, etc. Donc, j'ai lu beaucoup de Zola. J'avais une fixette sur Zola. Mais j'ai lu aussi beaucoup de littérature contemporaine. Et donc, accès à des styles différents, de la poésie, du théâtre. Ce qui fait que ça permet de prendre des inspirations, de se dire, ah, ça j'aime bien, et de faire un peu un patchwork, en fait, que tu incorpores dans ton style et qui finit avec le temps par devenir vraiment ton style. Mais au début, voilà, je pense que c'est un peu de l'imitation de... J'aime bien ce que tes auteurs font, j'aime bien lui, et puis voilà. Et là, tu parles de l'école, mais est-ce que à la maison, t'en as parlé peut-être un petit peu tout à l'heure, mais d'aller à la bibliothèque, tout ça, mais comment c'était le rapport au livre chez toi? Ah oui, alors j'ai toujours été beaucoup encouragée à lire, bon, sauf quand il fallait aller dormir le soir. Parce que, bon, en fait, il n'y avait pas tant besoin de m'encourager que ça. C'était plutôt qu'on me donnait l'opportunité d'assouvir cette soif d'histoire. Par contre, je pense que cet attrait pour les histoires, il a été entretenu très petite parce que on nous lisait beaucoup d'histoires quand on était petit. Mon père nous inventait des histoires, et même c'était limite du théâtre en fait, parce qu'il faisait des mises en scène avec les peluches, enfin voilà, c'était c'est presque c'était Un spectacle. du spectacle vivant quoi, voilà. Et après, quand on était un peu plus grand, il nous lisait, donc mon père est très bande dessinée, il nous a lu tous les Lucky Luke, tous les Tintins. Il vous les a lus à haute voix? Ah oui. Ah, trop fort. Oui, oui. On s'asseyait dans le lit, et puis il lisait. Alors je pense que... En plus, du coup, nous, enfin, je dis nous, donc on est 3 enfants. Moi et le frère qui est le plus proche de moi en âge, je pense qu'on en a un peu profité plus longtemps parce que justement, il lisait pour le plus petit. Et nous, on venait quand même se coller, voilà, même si on avait 10-11 ans, on aimait bien quand même continuer à écouter les Tintins et Astérix et Obélix. En plus, mon père il faisait des voix différentes pour les personnages et tout. Et ma mère me lisait un peu aussi des romans. Alors, j'ai pas forcément le souvenir de ça, mais c'est elle qui m'a lu le premier Harry Potter. Oh, moi aussi, on me l'a lu. Ah ouais? Oui, c'est ma tante qui l'a lu parce qu'on n'arrivait pas à le lire avec ma sœur. Et en fait, c'est ma marraine et notre tante qui nous l'ont lu. C'était trop bien de se faire lire ça et d'écouter des histoires. Et je pense qu'en fait, d'après ce qu'elle m'a dit, parce que j'ai pas forcément un souvenir très précis de ça, je voulais pas le lire par moi-même. Donc elle a commencé à me le lire, et au bout d'un moment, comme il fallait que j'attende qu'elle me lise la suite, et j'ai pris le livre et je l'ai lu toute seule. Et une fois, enfin après ça a été lancé, donc ça doit être un des premiers romans jeune adulte que j'ai lu. Et après très vite je suis partie dans des trucs, voilà, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, et mes parents aiment beaucoup lire. C'est vrai que c'est un facteur aussi, parce que il y a des gens où voilà, s'il n'y a pas de livres chez eux, c'est un peu plus compliqué. Alors nous, il y avait des livres à la maison, il y avait des BD qui sont aussi plus faciles d'accès, on va dire, pour les enfants. Et on m'emmenait à la bibliothèque, voilà, j'avais une carte, je pouvais lire tout ce que je voulais, ça, il n'y a pas de souci. Et finalement, pour toi, enfin, d'après toi, à quel point tes parents t'ont influencé sur la lecture, l'écriture et voilà pour ton évolution là-dedans? Alors je pense que la plus grosse chance que j'ai eue, c'est que mes parents ont tous les deux des goûts très différents. En termes de
culture. Enfin, ils se rejoignent sur une partie des choses, heureusement, sinon je pense qu'ils seraient pas ensemble. Mais mon père a tendance à bien aimer les choses un peu plus sombres, un peu plus torturées, on va dire, que ce soit en termes de films ou de littérature. Et ma mère aime bien les choses plus légères ou plus optimistes. Ce qui fait que j'ai grandi avec les deux, que ce soit en termes de films où voilà, ma mère m'a montré Amélie Poulain et mon père Le Seigneur des Anneaux quand on était un peu trop petit. Des choses comme ça. Et en termes de livres, c'est pareil. Du coup, quand c'était pas à la bibliothèque mais que je traînais dans la maison pour chercher quelque chose à lire, soit il y avait les bandes dessinées de mon père, ou du coup c'est pareil, comme il a des goûts très éclectiques, des fois je tombais sur des choses un peu bizarres, mais bon voilà, ça me dérangeait pas plus que ça. Et j'ai le souvenir en particulier d'un livre que j'ai lu qui s'appelait, si je me trompe pas, Les cafards n'ont pas de roi, qui est un livre écrit entièrement du point de vue d'un cafard, qui est très, très bizarre mais que j'avais beaucoup aimé. Et je pense que justement voilà, le fait d'avoir ces deux extrêmes, ça fait que moi aujourd'hui dans mon écriture aussi je mélange un peu ces deux styles. Et d'ailleurs souvent quand on me demande de citer des influences, j'ai beaucoup de mal parce que en fait déjà j'en ai pas qu'une. Et j'écris des choses qui sont voilà, ni de la comédie, ni du drame, ni de la tragédie, vraiment Tu fais au milieu, un quoi. melting pot en fait, Ouais, c'est ça. De tout ce que tu as pu absorber. Ouais. Et toi du coup, c'est quoi l'influence que tes parents ils ont eu sur ta pratique? Alors, À part parce qu'on a parlé de comment ils nous ont encouragés au début, mais sur ton style, sur tout ça. je pense que j'ai été toujours assez libre, tu vois, de dessiner comme je voulais. Je me souviens d'une fois où je m'étais mise en tête d'apprendre à faire un portrait. C'était un de mes premiers carnets de croquis. Et pourtant, j'en ai pas beaucoup des carnets de croquis parce que c'est pas mon truc. Mais voilà, je voulais faire un carnet de croquis et j'avais fait un dessin d'une femme, un portrait. Et mon père m'avait beaucoup aidé. Et à chaque fois que j'étais sur une étape, j'allais le voir, je lui montrais, je lui disais qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc mon père, ça a été vraiment mon premier critique, mon guide, et il était toujours là pour me pousser à aller un peu plus loin. Même si en fait, en dessin, il s'y connaissait pas tellement. C'était plus ma maman qui peignait, qui dessinait. Mais voilà, c'était mon père qui était vraiment là pour poser un regard critique, dans le sens critique constructive, pas critique malveillante. Et oui, et ce croquis, il m'avait pris du temps. Je me souviens, je l'avais même emmené au cinéma pour le continuer le temps d'attendre. Donc voilà, donc ouais, mon père m'a vraiment guidée sur ces pas-là. Et en fait, quand je suis arrivée, enfin, à la fin du lycée en terminale, mon père est décédé, et une des premières pensées que j'ai eues sur cette journée de disparition, c'est mais qui c'est qui va critiquer mes dessins? Et pendant longtemps, j'ai cherché à un autre critique, sans forcément vraiment trouver, et forcément, puisque c'était pas du tout la même personne, et j'avais cette relation avec personne d'autre, vu que c'était mon père. Mais voilà, je me suis rendu compte aussi que j'en avais pas forcément besoin, comme lui avait pu m'apporter les 17 premières années de ma vie. Après, je pense que justement, en tant qu'artiste, des fois, c'est intéressant d'avoir un regard de quelqu'un qui n'est pas artiste, parce que les premières personnes qui vont regarder ce qu'on a dessiné ou lire ce qu'on a écrit, c'est pas forcément d'autres auteurs ou d'autres peintres ou d'autres illustrateurs, et donc c'est eux qu'on cherche à toucher. Des fois d'ailleurs le piège ça pourrait être un peu de tomber dans l'entre-soi, on va dire, et de rester que entre gens qui vont critiquer la technique, le stylo que t'as utilisé, alors que moi c'est pas ça qu'on recherche, c'est l'émotion après qui va ressortir. Et justement ça me fait penser, il y avait enfin, là du coup c'est un peu plus à l'écart de la famille, c'était la voisine de mes parents. Avec ma sœur, elle nous avait emmenés à un salon du livre, et il y avait autant d'illustrateurs que d'auteurs. À cette époque-là, j'étais en seconde, je devais faire un carnet de croquis pendant les vacances, et je m'étais posée dans un coin pour dessiner un peu les passants, etc. Et il y avait un des illustrateurs qui était venu me voir, et j'étais pas contente de mes dessins parce que le dessin d'observation c'est pas mon truc. Moi je préfère inventer. Et lui, on avait discuté un peu de tout ça, et il m'avait dit mais il suffit pas forcément, enfin c'est pas obligatoire de savoir bien dessiner, dans le sens bien dessiner de manière réaliste, pour faire un bon dessin. Et c'est vrai que lui, quand j'avais vu ses dessins, c'était, on pourrait dire moche, dans le sens où il y avait 3 traits et ça faisait un éléphant. Il y avait aucune, enfin c'était figuratif mais pas du tout réaliste.
Et en fait, cette phrase, elle m'a guidée et elle me guide encore dans ma pratique et dans, enfin, ma pratique professionnelle d'artiste et ma pratique professionnelle d'enseignante. Et en termes de critique au niveau de l'école, parce que du coup, toi, à part le collège, t'as aussi fait un lycée spécialisé dans les arts. Comment est-ce que ça a alimenté ton style, etc. Oui, l'influence de l'école, en fait, tu veux dire. À l'école primaire, il n'y a pas vraiment d'apprentissage à dessiner au sein de l'école. Par contre, j'étais tellement heureuse de savoir qu'il y aurait des cours d'art plastique au collège que voilà, j'attendais ça vraiment avec impatience et mon professeur d'art plastique a vraiment été là pour me guider. C'est avec lui que j'ai découvert plein de techniques parce que au départ, je dessinais vraiment la base du dessin, feutre, crayon de couleur, etc. Et avec lui, j'ai découvert les pastels, j'ai découvert la peinture. Et d'ailleurs, ma première peinture, c'était une catastrophe. C'est ma mère qui l'avait faite à ma place parce que c'était horrible. Et alors que maintenant, j'adore la gouache. C'est vraiment un truc génial. Voilà, j'ai découvert les pastels, les fusains. Bref, lui, il m'a vraiment initié... Enfin, mon professeur d'art plastique m'a vraiment initié à cette diversité des médiums. Et puis, j'étais l'élève qui dessinait bien. Et le dessin au collège m'a servi pour m'intégrer. Voilà, c'était vraiment mon moyen d'intégration au groupe, d'intégration sociale, parce que c'était pas trop mon point fort. Et je me suis retrouvée non plus à dessiner pour le plaisir, mais à dessiner pour les autres. Comme les autres ont très vite vu que je savais dessiner, je mets des guillemets parce que, à leurs yeux, c'était de bons dessins. Voilà, très rapidement, on m'a demandé ah mais tiens tu veux bien faire mon dessin pour ma poésie, tiens tu peux faire ce dessin, j'aimerais en offrir un à, enfin bref voilà. Donc soit c'était pour des devoirs, soit c'était juste pour donner. Et donc j'ai répondu à des commandes et voilà le dessin a été vraiment quelque chose de un biais relationnel. Donc pas forcément très agréable, j'ai pas de super souvenirs de cette époque-là. Et au lycée, là, le dessin est devenu un devoir. Quand je suis arrivée en seconde, on était 35 dans la classe et j'avais eu cette pensée on a tous des mains en or. Parce que c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, qu'on m'avait dit. Et en fait, je me suis retrouvée à être une de celles qui dessinait le moins bien. Et tout le lycée, seconde, première, terminale, voilà, j'étais pas à l'aise, j'observais beaucoup ce que faisaient les autres pour essayer de copier leur style parce que j'avais l'impression que moi, je dessinais mal. Et j'ai pas cette fibre de l'expérimentation. Je prends un bout de papier, du fusain, un peu de peinture et je fais un truc super chouette. Non, moi je suis à l'aise avec un médium par dessin. Et voilà, donc le lycée a beaucoup remis en question ma capacité à dessiner. Mais finalement, ça m'a appris aussi à composer, voilà. J'ai pas forcément développé mon propre style, ça s'est venu à la fac et à la fin de ma licence. Et voilà, en art appliqué, j'ai répondu à des codes. Mais ça m'a formalisé. Mais c'est peut-être par là aussi qu'on commence pour après pouvoir se détacher de les codes d'abord et après on apprend à jouer avec et on a sa propre pratique. Oui, c'est ça, le fait d'avoir un certain niveau qui permet d'ensuite se dire bon, je sais qu'il faut faire comme ça, donc je peux broder autour et prendre des libertés. Et toi, justement, par rapport à ces codes d'écriture, et même de retour des enseignants, t'as eu quelque chose dans ta scolarité? Alors, j'ai jamais fait lire à mes profs ce que j'écrivais pour moi, pour le plaisir. On avait des sujets d'invention au lycée, et puis bon, les rédactions, mais ça m'a jamais trop intéressé parce que c'était trop limité, soit parce qu'il fallait réécrire, écrire la suite d'un texte, enfin voilà, il y avait pas l'aspect créatif en termes d'imagination, c'était plutôt tester notre niveau de français en fait. Et d'ailleurs, il y avait souvent des choses qui m'agaçaient parce que comme c'était un outil pour tester notre niveau de français, on n'avait pas le droit de prendre certaines libertés, comme on vient de dire, de par exemple faire une phrase sans verbe conjugué. Ce qui est en fait quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature publiée, puisque, comme on dit, une fois qu'on sait
bien utiliser une technique, on a le droit. Et puis quand on est considéré comme artiste, on a le droit, alors que quand on est un élève, on n'a pas le droit. Et ça m'agaçait beaucoup. Le fait de pas pouvoir voilà, jouer un petit peu avec la langue, ce que moi j'avais déjà envie de faire en fait, parce que moi je lisais beaucoup et j'avais l'impression qu'en fait on n'avait plus besoin de tester mon niveau de français. Oui, tu lisais beaucoup et t'écrivais aussi déjà. Oui. Et en fait, je pense que l'influence que l'école a eue sur moi, c'est plus en termes de style, par l'étude du style des autres, et aussi par rejet en fait de ce qu'on me disait des fois, des règles qu'on me disait, où ça réveillait quelque chose chez moi et je me disais ah non, c'est pas ça. En fait, moi, je sais je sais comment je veux écrire. Je sais pas forcément ce que je veux écrire en termes de scénario, etc. Puisque ça, c'est beaucoup d'improvisation. Mais par contre, je sais comment je veux l'écrire. Ça me contrarie qu'on me dise non, ça on n'a pas le droit. Si en fait j'ai un souvenir en cours de français quand on faisait des études de texte, voilà, qu'on nous apprenait les différentes vocalisations, etc. J'ai un souvenir en première de la prof qui dit que on peut pas écrire en vocalisation interne à la troisième personne. Et j'ai le souvenir d'avoir été outrée, parce que c'était ce que je faisais, moi. Donc je savais que c'était possible, puisque j'y arrivais. Et elle voulait pas l'entendre. Tu peux donner un exemple ? Alors, focalisation interne, c'est quand tu as accès au point de vue uniquement du personnage que tu suis. Et écrire à la troisième personne, voilà, c'est il. Par exemple, il avait faim et il pensa voilà, c'est ça. à se faire cuire un œuf. Voilà. Et elle disait que écrire à la troisième personne, c'était forcément un point de vue omniscient. Et pour moi, ça n'avait pas de sens, puisque tu peux tout à fait écrire à la troisième personne, mais en ne donnant accès que aux pensées du personnage que tu es en train de suivre dans cette scène ou dans tout le livre. Et donc je pense que, alors du coup là je devais avoir quoi, 14-15 ans, j'avais déjà une conscience en fait de qu'est-ce que je voulais utiliser dans la façon dont j'écrivais, puisqu'il y avait des affirmations comme ça qui me choquaient. Et si elles me choquaient, c'est que ça allait contre ce que moi je pensais. Donc je devais déjà avoir quand même une idée de ce que je voulais faire. Par contre, j'avais jamais l'occasion, tu vois, de faire relire aux profs ce que j'écrivais pour mon plaisir. Ça, c'était uniquement des personnes sur internet ou bien, voilà, les amis. Mais je pense que ce qui a dû m'aider beaucoup, c'est que justement, donc moi j'ai fait un bac littéraire, on faisait énormément d'analyses de texte. Et j'adorais ça. Sans rentrer dans le débat de est-ce qu'on peut vraiment deviner qu'est-ce que l'auteur a voulu dire en utilisant tel adverbe, parce que moi, ma position c'est que non. Sauf Flaubert. La plupart des auteurs, ils utilisent les mots parce que ça sonne bien, pas pour... en art visuel, c'est pareil. Oui, voilà. Dans tous les types d'art, on n'est pas en train de penser à oui, je vais utiliser le champ lexical de la guerre. Non, voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Mais par contre, le fait de décortiquer un texte et de voir, ah oui, ça fait cet effet-là sur moi parce qu'il y a une assonance, parce qu'il y a une répétition, parce qu'il y a ce rythme-là, je pense que là, pour le coup, ça a dû beaucoup m'aider à ensuite moi le faire de manière plus ou moins consciente dans ma propre écriture. Et peut-être de la même manière que toi, le fait d'étudier d'autres artistes a dû t'aider ensuite. Oui, et puis même justement, tu vois, j'aimais pas du tout la culture artistique, que ce soit au collège ou au lycée. J'aimais pas. Moi, ce que j'aimais, c'était pratiquer. Vraiment. Tu veux dire les cours de culture artistique ? Oui, c'est ça. Oui, les cours de culture artistique. Et après, alors, au lycée, c'est devenu un peu plus intéressant qu'au collège. Même si au collège, en fait, on n'avait pas grand-chose avec notre prof d'art plastique. Mais il y avait quelques cours quand même. Voilà. Mais ouais, j'aimais pas ce côté-là de... justement, il faut analyser, il faut donner du sens, etc. Et pourtant, en fait, je le fais tout le temps. Peut-être justement, parce que comme je le fais tout le temps, ça me saoulait de devoir l'écrire ou quoi. Bref. Et en fait... ça a quand même fait ma culture visuelle, ça a fait mon musée imaginaire. Et il y a des œuvres qui m'ont marqué, qui font que aujourd'hui j'aime tel type de forme, je sais associer aussi les couleurs, etc. Parce que il y a eu tout ce travail-là avant, il y a quand même le bagage scolaire qui fait que aujourd'hui je sais où je mets les pieds. Et avec l'enseignement en parallèle,
vraiment la pratique, ma pratique artistique et l'enseignement que je dispense à mes élèves, ça me pousse à toujours apprendre, à réfléchir autrement. Oui. C'est vrai que le fait de vouloir commencer à transmettre, ça te force à réfléchir de manière consciente à qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu le fais d'une certaine manière. Et récemment, j'ai donné un espèce de mini cours d'écriture à un ami, juste où en fait, je voulais parce que lui, il m'a donné un cours sur la composition justement par rapport aux couvertures de livres et pourquoi une couverture est bien et pourquoi une autre est pas bien. Et donc en échange, on a fait quelque chose sur l'écriture, et donc l'idée c'était que je prenais un texte que moi je trouvais, on va dire, neutre ou slash médiocre dans l'écriture, où en fait c'était pas illisible, mais ça pouvait être mieux. Et de voir comment est-ce qu'on pouvait l'améliorer. Et en fait, sur le moment, j'étais en train d'improviser, mais je me suis rendu compte en parlant que j'avais beaucoup plus de connaissances théoriques que je pensais. Et c'est juste que quand je suis en train d'écrire, moi je suis pas en train de penser ah oui là il faut que je fasse ça. Mais par contre, j'ai ça en fond quand même de savoir que en choisissant tel mot plutôt qu'un autre, on donne plus de sens, qu'il faut varier la longueur des phrases pour changer changer le rythme, que si on fait que des phrases sujet, verbe, complément dans un livre, ça devient très vite pénible. Enfin, voilà. C'est vrai que l'aspect transmission, on boucle un peu la boucle en fait, puisqu'on revient à ce que nous on nous a appris, mais c'est passé un peu à travers le filtre de qu'est-ce que nous on aime. Et qu'est-ce qu'on a retenu aussi, comment on l'a utilisé, enfin voilà, comment on le... Donc oui, moi j'ai l'impression vraiment que que le travail d'un artiste, ou en tout cas mon travail d'artiste, c'est la somme de tout ce que j'ai lu et aimé, tout ce que j'ai vu et aimé dans ma vie, de films, de livres, tout ce que j'ai appris à l'école, même si ce que j'ai appris à l'école, je l'ai pas forcément aimé, ça a pu, par effet de rejet, me faire comprendre que c'était pas ça que je voulais faire. Ça m'a... Bon, c'est une autre discussion, mais quand on parle d'inspiration, de plagiat, de réécriture, c'est là que c'est des sujets où il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'en fait, l'art ne naît pas voilà, ex nihilo. Voilà, c'est ça, ça ne sort pas de nulle part, et on est forcément, nous par exemple, en étant française, influencés beaucoup par tout ce qui est mythologie gréco-romaine, par la Bible, même si qu'on le veuille ou non. Et toute cette culture, voilà. oui, absolument. Puis même la culture des images. La composition occidentale d'une image n'est pas du tout la même qu'ailleurs. Et même au niveau des couleurs, etc. Enfin, voilà. Et même d'une époque à une autre, c'est complètement différent. Oui. J'ai eu une discussion avec une de mes élèves, parce que donc je donne des cours de français et de langue aussi à côté. Donc une élève que je préparais au bac, et puis on parlait pour son entretien où elle devait présenter une œuvre. Donc elle avait lu L'étranger, et une des questions qu'on pouvait lui poser c'était est-ce qu'elle a aimé, et sinon pourquoi. Enfin si oui pourquoi, et sinon pourquoi. Et on a eu une discussion sur comment en fait les attentes envers la littérature ont pu changer avec le temps, puisque elle, ce qu'elle avait pas aimé, c'était qu'elle ne comprenait pas les motivations du personnage, et qu'elle n'arrivait pas à s'y attacher. Et effectivement, ça c'est pas forcément quelque chose qui a toujours existé dans la littérature, parce qu'on a beaucoup d'histoires où on a des narrateurs qui sont là, enfin des personnages qui sont là pour être des narrateurs, et pas du tout pour être sympathiques. Et à notre époque, très récemment, on va dire sur les 15-20 dernières années, c'est quand même une attente qui est beaucoup plus présente, d'avoir des personnages auxquels on peut s'identifier, on peut s'attacher, et on a envie qu'il leur arrive des bonnes choses, etc. Et d'ailleurs, il y a toute une culture un peu puritaine qui, sans parler des États-Unis, mais qui fait qu'il y a des livres qui sont rejetés par le public, parce qu'en fait, les personnages principaux ne sont pas sympathiques. Et du coup, on n'a pas envie de s'y identifier. Mais en fait, c'est pas toujours nécessaire, et c'est pas toujours souhaitable. C'est juste que, en termes d'attente culturelle, ça a changé, et c'est prédominant aujourd'hui qu'on veuille avoir un personnage principal qu'on veut aimer, ou on voudrait pouvoir être à sa place, etc. Et pourtant, tu vois, Belle Amie de Maupassant, j'avais adoré. Mais c'est vraiment un vrai... Voilà. Oui, je pense que voilà, c'est des changements culturels d'époque, parce que
Et peut-être parce qu'on est plus attentif à l'autre dans son individualité, alors que, enfin, je sais pas. Mais tu sais, cette culture de, ouais, l'autre a des émotions, tout ça, ça se cultive aussi par le livre. Mm. Et que l'autre ressente des émotions qu'on peut partager avec lui à travers un livre. Je Donc, tu pense vois. qu'après, ça peut être aussi poussé à l'extrême. C'est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, justement, où en fait, dès qu'un personnage n'a pas une moralité parfaite, on veut bannir le livre ou on veut sous-entendre que Ah, l'auteur est une mauvaise personne parce que hum, il serait en train de faire l'apologie de ce que le personnage est en hum, train de faire. Mais en fait, hum. ça enlève en fait une partie Oui, et d'interprétation puis du ça lisse l'ensemble en fait, il n'y a plus Oui, de et puis en fait, critique. ça enlève l'intelligence du lecteur, puisque Hum, le lecteur est censé avoir le recul oui, pour se dire, voilà, ce personnage n'est pas une bonne personne, hum, donc et l'auteur est en train de me montrer qu'il n'est pas une bonne personne. oui, Donc c'est pas, je suis pas obligée hum, de l'aimer, tu vois. hum. Donc il y a plein de Et puis du coup, projections en l'esprit fait. critique, il est plus du tout exercé. Non, Ouais. c'est encore un autre problème Ouais. de notre époque, mais qui tourne. Bah voilà, et en fait l'art souvent est un des premiers domaines Ouais. ciblés par ça. Ouais. Parce que l'art, la variété dans l'art, c'est aussi développer l'esprit critique. Et puis c'est ce qui montre la liberté, Oui. enfin, la liberté d'expression. Mm. Dès lors qu'il y a de la diversité, c'est que tout va bien. Mm. Si les choses commencent à être un peu trop homogènes. Et puis ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, nous, notre esprit et notre... Et du coup, bah, pour amener une conclusion, puisqu'on approche d'une heure de podcast, sur le sujet des personnages imparfaits qui n'ont pas voilà, une moralité 100% blanche et d'avoir des nuances dans l'art. Moi, j'ai écrit un article ou un essai, je sais pas comment on peut appeler ça, mais sur à quel point c'était important pour moi d'écrire des personnages qui font des erreurs, puisque déjà ça donne l'occasion de montrer comment on apprend à régler ses erreurs, ou bien comment on apprend à vivre avec. Et notamment, moi, j'écris des personnages, enfin, j'écris des histoires d'amour, on va dire. L'occasion de montrer que bah, le couple ou les relations, en tout cas, se construisent avec les erreurs, autour des erreurs, à travers les erreurs, et pas dans une bulle comme ils vécurent heureux et ont Mhm. beaucoup d'enfants. Donc c'est au contraire, je trouve ça très important d'avoir des personnages... alors en anglais ils disent morally grey characters, donc des personnages à la moralité grise, on va dire, qui sont ni des gentils ni des méchants, puisqu'en fait c'est la plupart d'entre nous, en fait. Et justement, bah, quand on regarde un temps de guerre, en fait, c'est les gens gris qui font la plus grosse différence, et de quel côté ils vont se mettre. Mm. Et c'est d'autant plus important d'en avoir dans la fiction pour apprendre à intégrer que cette nuance-là existe. Mm. À voir en nuance en fait. Oui, voilà, avoir en nuance, plutôt que d'avoir Une bipolarité. que des... Une binarité, pardon. Ouais, que des super-héros Mm. qui sont gentils tout le temps, et en fait, ça nous permet pas non plus, nous, de regarder nos défauts et de se dire ah oui, peut-être que moi aussi je pourrais faire la même erreur que ce personnage-là, et comment ce personnage-là va gérer son erreur et continuer après. Mm. Et du coup, ça nous amène à la fin de l'épisode, et on a choisi, en fait, en fin d'épisode, de recommander à chaque fois un livre, une expo, une série qu'on a bien aimé récemment. Du coup, Alice, est-ce que tu veux commencer? Ouais. Alors, c'est un roman de Jiro Asada, un auteur japonais. Le titre du livre, c'est L'ombre d'une vie. Et pour vous faire rapidement le résumé, c'est un monsieur d'une soixantaine d'années qui a travaillé toute sa vie dans la même entreprise et qui part à la retraite. Donc le soir du pot de départ à la retraite, il rentre chez lui en métro et il s'effondre dans le métro. Il tombe dans le coma. Et sur les premiers chapitres, on est plutôt dans la tête des personnages qui viennent voir ce monsieur. Et assez rapidement, on est dans la tête du personnage dans le coma. On ne sait pas si c'est la réalité, si c'est la fiction, si c'est son imagination de cerveau comateux. En tout cas, voilà. L'ombre d'une vie de Jiro Asada, c'était quelque chose. Enfin, c'était un roman vraiment constructif dans le sens où c'est pas forcément
dans les stéréotypes de justement tout se passe bien, tout est beau, la vie est belle. Et justement, à quel moment la vie s'arrête et à quel moment elle peut continuer. Voilà. Et du coup, moi, j'ai choisi de recommander la série de Anna Kanner. Donc, le premier tome s'appelle God Killer. C'est traduit en français, mais le titre est en anglais quand même. C'est de la fantasy, mais de la fantasy originale dans le sens où on est assez loin des dragons et des elfes, etc. Donc, on suit une personnage, donc God Killer, son travail c'est tuer les dieux. Parce qu'il y a eu une guerre en fait où les dieux se sont retournés contre les humains. Et donc elle, son travail, c'est d'aller éliminer les dieux qui restent et leur sanctuaire. Et elle se retrouve prise dans une histoire avec une petite fille qui est attachée à un dieu, et donc qui est en danger puisque les dieux sont interdits dans ce monde-là. Et j'ai beaucoup aimé, notamment parce que le personnage principal est très loin des héroïnes parfaites, bien féminines, etc., qui collent aux normes de genre. Déjà, elle est plutôt assez, on va dire, brute de décoffrage. Elle est handicapée aussi, elle a une jambe amputée et elle a une prothèse, ce qui est voilà, c'est la première fois que je lis un livre de fantasy avec un personnage handicapé. Voilà, elle jure, elle crache. Donc elle est, on va dire, un peu... elle pourrait être le personnage au fond de la taverne qu'on n'a pas envie d'approcher, sauf que c'est elle l'héroïne. Et elle est tellement bien construite dans son histoire et sa personnalité qu'on finit par s'attacher à elle et on finit par voir en fait au-delà des défauts qu'elle a et comment en fait ces défauts servent l'histoire aussi. Et bon, je vais pas en dire plus parce que on va très vite rentrer dans le scénario et c'est mieux de découvrir par soi-même. Mais voilà, je recommande beaucoup cette série, je suis en train de lire le tome 2 actuellement. Et merci voilà, du coup, on arrive... Merci pour ce partage. On arrive vraiment à la fin cette fois-ci. Donc, c'était Sortie du chapeau, le podcast qui vous parle de création artistique. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, donc Sortie du chapeau, sortie au pluriel, S-O-R-T-I-U-S, du chapeau tout attaché. Au pluriel féminin. Pluriel féminin, oui. Vous pouvez aussi vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée. Et on vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.